Dans 10 minutes, s'il prononce un mot de travers, l'Europe peut basculer dans le chaos. Dans 10 minutes, un seul homme, fils de cafetier breton, peut faire mentir des générations de diplomates et de généraux. Dans 10 minutes, Aristide Briand devra parler. Et, dans l'ombre, un rival attend qu'il échoue pour prendre sa place. La grande horloge de la salle, au-dessus des bancs verts de la chambre, bat sèchement les secondes. Les journalistes se penchent, plumes stoppées au-dessus du papier. Au premier rang, le regard dur, un autre géant de la gauche fixe la tribune, Jean Jaurès. Il connaît ce silence, il connaît ce moment. Il sait que si Briand réussit, il deviendra l'homme fort, l'intermédiaire indispensable, l'orateur que toute l'Europe écoutera. Et si Briand échoue, alors le drapeau du socialisme républicain reviendra à lui, Jaurès seul. Aristide, la moustache en bataille, les yeux cernés par des nuits sans sommeil, lève enfin la tête. Il sait que chaque seconde compte, il sait que les télégrammes, déjà, attendent à la poste, à Berlin, à Londres, à Saint-Pétersbourg. Il sait que dehors, dans les cafés de Nantes et de Saint-Nazaire, on a suspendu les conversations pour entendre son discours répété, commenté, déformé. Ce qu'il va dire maintenant, ce qu'il va risquer maintenant, plonge ses racines bien loin, dans une petite salle enfumée d'un café de province, pour comprendre pourquoi cet homme, que tout accuse d'être trop souple, trop conciliant, trop arrangeant, ose ce pari fou avec l'histoire. Il faut revenir à l'enfance d'Aristide Briand. Revenir à l'époque où le temps, déjà, lui échappait des mains comme le va-et-vient implacable des marées de l'Atlantique. La première image d'Aristide n'est pas celle d'un homme d'État, mais d'un gamin pieds nus courant entre les tables d'un estaminet, le café de ses parents, à Nantes. Nous sommes en 1862. La ville n'a pas encore tiré un trait sur ses ombres, les quais portent encore la rumeur lointaine de la traite négrière abolie depuis peu. Les navires remontent la Loire chargés de sucre, de café, de rhum. Dans un coin de la salle, un poêle rougeoyant éclaire les visages des marins, des ouvriers des chantiers, des journaliers qui viennent y boire le soir. L'enfant écoute. Ce petit, qui bientôt s'appellera sur toutes les lèvres Briand, n'est encore qu'Aristide, fils d'un cabaretier sans fortune et d'une mère qui compte chaque sou. On lui a donné un prénom antique, mais sa vie, pour l'instant, ne promet rien d'héroïque. Le bois craque sous les bottes, les chopes s'entrechoquent, et au-dessus de tout cela, il y a les voix. Des récits de tempêtes, de grèves, de patrons durs comme la pierre, de soldats revenus de campagne dont ils ne comprennent pas le sens. Aristide ne le sait pas encore, mais ce brouhaha sera sa première école. Il n'apprendra pas seulement à lire dans les livres, mais à lire sur les visages, la colère rentrée, la honte, l'espoir. Il voit l'ouvrier, tête baissée, accepter sans un mot une remarque humiliante d'un notable entré, se faire servir un verre. Il voit son père se raidir, puis se taire, parce qu'il n'est que le patron du café et que la famille a besoin de ces quelques pièces. Un soir, pourtant, l'enfant fait un pas de trop. Il a 10 ans, peut-être 11. Un bourgeois ventru, un habitué, rabroue violemment une servante qui a renversé une goutte de vin sur sa manche. La gifle claque, sèche, dans la salle silencieuse. Aristide, sans réfléchir, lance à haute voix « Ce n'est qu'une tache, monsieur. Votre chemise en a vu d'autres. » Le rire étouffé d'un marin, un raclement de gorge gêné, puis le silence glacé. Le bourgeois se tourne, rouge de colère. Son père, pâle, lui saisit le bras, on le gronde, on le punit, on lui explique qu'on ne parle pas comme ça aux gens importants. Ce soir-là, enfermé dans une petite chambre glaciale au-dessus du café, Aristide découvre quelque chose de brûlant. L'injustice. Il a honte d'avoir parlé, honte de s'être tu ensuite, honte du regard de son père, obligé de s'excuser. Cette brûlure ne le quittera jamais. Elle deviendra, plus tard, la flamme de ses discours. Mais pour l'instant, la vie ne lui offre pas de grands tribunes. À l'école, il est vif, curieux, mais les études coûtent cher. Très vite, il faut aider au café, puis trouver du travail. La Troisième République naît dans les cris, les révoltes. La Commune de Paris se termine dans le sang. Et lui, à Nantes, voit passer l'histoire par fragments, à travers les journaux froissés qu'on laisse sur les tables. Le premier grand tournant, la première rupture avec cette vie toute tracée, arrive quand la famille déménage à Saint-Nazaire. Nouveau port, nouvelle odeur, celle des chantiers navals, du charbon, de la mer plus proche, plus vaste. Ici, les navires s'élancent vers l'Argentine, le Canada, l'Afrique.
Les quais sont une babelle de langues. Espagnol, anglais, breton, italien. Les yeux d'Aristide s'ouvrent encore un peu plus. Il comprend. Le monde est plus grand que cette salle de café, plus vaste que ces rues qu'il parcourt en courant pour livrer des bouteilles ou porter des messages. Le va-et-vient des marées règle tout. Si l'on manque l'heure du départ, le navire part sans vous. Le temps n'est pas une abstraction. Il est ce qui vous laisse sur le quai, impuissant, à regarder disparaître, dans un panache de « fumée, la vie que vous auriez pu avoir ». Cette obsession du temps perdu, du train qu'on manque, ne le quittera plus. À Saint-Nazaire, il rencontre aussi d'autres formes d'injustice. Les dockers cassés par le travail, les grèves brisées par la troupe. Les réunions politiques clandestines qu'il surprend au détour d'une arrière-salle, il se faufile, il écoute. Il ne parle pas encore, mais il engrange. Pourtant, la logique sociale veut qu'il reste là, fils de petit patron, sans fortune, sans piston. Il devrait se résigner à une existence de commerçant, de petit notable local, au mieux. C'est même le rêve rassurant de ses parents, un fils installé, pas un rêveur. Le deuxième tournant arrive sous une forme presque banale. Un professeur, un de ces rares hommes à deviner derrière le gamin effronté une intelligence affamée. Il lui met dans les mains des livres dont les titres claquent comme des promesses. Le contrat social, de l'esprit des lois, des brochures républicaines, des journaux radicaux. Aristide dévore tout. Plus il lit, plus l'étroitesse de sa vie lui devient intolérable. Les mots de Rousseau sur la liberté résonnent étrangement avec le poing du bourgeois qui s'abat sur la joue de la servante. Les grands principes de l'égalité contrastent avec la paix misérable des ouvriers du port. Entre ces deux mondes, il sent qu'il doit faire quelque chose. Alors il ose un geste fou pour un fils de cafetier de province. Il décide de monter à Paris, étudier le droit. Non pas pour devenir un avocat bien sage au service des notables, mais pour disposer de cette arme nouvelle qu'il a comprise, la parole écrite, la parole prononcée, ces phrases qui, bien assemblées, peuvent faire trembler un ministre ou sauver un ouvrier de la prison. Paris, dans les années 1880, est un volcan. Les boulevards sont éclairés au gaz. Les cafés débordent d'étudiants, de journalistes, d'agitateurs, de poètes. Les cicatrices de la commune sont encore vives. Les murs portent encore par endroits les traces de balles. Les journaux pullulent, les conférences politiques se suivent. Des anarchistes posent des bombes. Des socialistes organisent les ouvriers. Et des républicains radicaux, anticléicaux, haranguent les foules. Aristide arrive là avec pour tout capital un accent de l'Ouest, quelques billets, une détermination sèche. Il découvre d'un coup la misère des faubourgs, les chambres de bonne glaciale, les petits restaurants où, pour quelques sous, on peut s'asseoir des heures à écouter des débats passionnés. Il travaille, il étudie, il écrit, il s'initie au droit, certes, mais surtout à la rhétorique. Comment poser une voix, comment construire un argument, comment faire de la langue française une arme. Très vite, il glisse vers le journalisme. Les journaux radicaux l'acceptent, d'abord pour de petites chroniques, puis pour des articles de fond. Il signe dans La Lanterne, puis dans d'autres titres qui circulent de main en main dans les cafés ouvriers. Ses textes piquent, provoquants, ironiques. Il attaque l'Église, défend la laïcité, s'indigne du sort des travailleurs, et c'est là, dans ce Paris bouillant, que se dessine pour la première fois le visage de son grand rival, Jean Jaurès. Ils se croisent dans des réunions, des comités, des congrès socialistes. Jaurès, le grand orateur du Midi, professeur de philosophie devenu tribun, a déjà cette autorité tranquille, cette voix chaude qui enflamme les foules. Brillant, plus mince, plus nerveux, parle autrement, plus froid, plus précis, plus tranchant. Lorsque, pour la première fois, ils se retrouvent côte à côte à une même tribune, dans une salle bondée et enfumée, la comparaison s'impose à tous. Jaurès incarne la grandeur morale, la vision. Brillant, lui, fait passer un frisson différent, celui de l'efficacité. Il parle de stratégie, d'alliances possibles, de lois concrètes. Là où Jaurès dit « principe », Brillant murmure déjà « compromis ». Un mot qui, dans le camp socialiste, sonne presque comme une trahison. Ce soir-là, tandis que la foule applaudit, un duel silencieux commence. Ils sont officiellement du même côté, mais chacun sent confusément que l'autre suit une route différente.
Jaurès rêve d'un socialisme pur, fidèle à ses idéaux. Briand, lui, commence à se dire qu'un peu de pouvoir imparfait vaut mieux qu'une pureté sans effet. À cette époque, le socialisme français n'est pas une grande force unie, c'est un archipel de groupes, de chapelles, de tendances qui se déchirent, guesdistes, jaurécistes, réformistes, révolutionnaires. Dans ce champ de ruines, une idée s'impose. Il faut unifier, faire taire les querelles de personnes pour peser enfin sur la République. C'est là que le temps revient comme une menace. Les élections approchent, les gouvernements tombent les uns après les autres, la droite se réorganise, l'Église manœuvre. Si les socialistes ne se rassemblent pas vite, ils rateront le train. Encore une fois, un congrès est convoqué. Nantes, puis Paris, accueillent ces réunions interminables où l'on discute jusqu'au milieu de la nuit. Les discours s'enchaînent, les motions s'empilent, les nerfs lâchent. Dans un coin de la salle, un secrétaire prend des notes, rature, recommence. Ce secrétaire, c'est Aristide Briand. Dans le tumulte, il réalise que ce rôle obscur, écrire les résolutions, formuler les points d'accord, est en réalité une position de force. Celui qui tient la plume décide des mots, et les mots, en politique, décident des actes. Peu à peu, on lui confie plus. Rédiger des textes, préparer des compromis impossibles entre factions ennemies, c'est là qu'éclate un premier twist de son histoire. On attendait de lui qu'il soit un agitateur de plus, un orateur flamboyant parmi d'autres. Il devient l'architecte silencieux des accords. Il a la patience d'écouter les invectives, de laisser les colères retomber, puis de revenir avec une phrase qui sauve tout. Il apprend à gagner du temps, à l'étirer, à le retourner en sa faveur. Mais à chaque victoire tactique, la méfiance de Jaurès grandit. Pour lui, ses compromis sont des abandons. Un soir, dans un couloir sombre après un débat particulièrement houleux, les deux hommes se retrouvent face à face. L'un massif, la barbe imposante, l'autre vif, le regard perçant. « Tu joues trop avec le feu, Aristide », lâche Jaurès. À force de composer, tu finiras par ne plus savoir pour qui tu te bats. Briand soutient son regard, puis répond, plus bas, presque pour lui-même. Et à force d'attendre le moment parfait, Jean, tu risques de laisser passer tous les trains. Le conflit est posé. Un duel entre deux conceptions du temps et de la politique. L'un veut bâtir une cathédrale, l'autre veut arracher, dès maintenant, quelques maisons pour loger ceux qui dorment dehors. À partir de là, chaque réunion, chaque vote, chaque article de journal sera aussi un round de ce combat discret. Pourtant, malgré ces tensions, un objectif finit par s'imposer à tous. Il faut entrer à la Chambre. Il faut des députés socialistes pour peser sur les lois, sur l'école, sur l'armée, sur le travail. Et soudain, toute cette histoire de navires ratés, de trains manqués, de temps qui file, se resserre autour d'une date, les élections législatives de 1902. Pour Aristide Briand, c'est le moment décisif. Il a passé des années à Paris, à écrire et à parler pour les autres. Il sait que si, cette fois, il ne se présente pas, ou s'il échoue, il restera pour toujours un second rôle. Il décide de retourner sur ses terres de l'Ouest, à Saint-Nazaire, pour se lancer dans la bataille. La campagne est rude, presque brutale. En face, le député sortant incarne tout ce qu'il est. Notabilité satisfaite, morgue sociale, alliance silencieuse avec les conservateurs et le clergé. Dans les affiches, dans les journaux locaux, on se moque de lui. Ce petit avocat monté à Paris, ce rouge qui veut détruire l'ordre. Établi, ce fils de cafetier qui oublie d'où il vient, il répond par ce qu'il sait faire de mieux. Des réunions publiques où sa voix, désormais assurée, cisèle des phrases qui frappent. Il parle des ouvriers des chantiers navals, de la misère des pêcheurs, de l'école laïque, de la République qui doit tenir ses promesses. Il rappelle, avec des images simples, le café de son père, les humiliations vues enfant. Et, toujours, cette idée martelée, le temps presse. À Saint-Nazaire, un soir de pluie battante, la salle est pleine à craquer. Des hommes debout, des femmes restées près de la porte, des jeunes assis sur les rebords de fenêtres. L'air est lourd, saturé d'odeurs de tabac et de laine mouillée. Briand monte à la tribune. Il sait que beaucoup ici ne l'ont jamais entendu. Il sait aussi que son rival local est passé la veille. Distribuant promesses et poignées de main, il jette un coup d'œil à l'horloge accrochée au fond de la salle. On lui a donné 1 heure, pas 1 minute de plus. La police exige la fermeture. Les autorités locales redoutent les débordements.
1 heure pour convaincre une ville entière que l'histoire peut se jouer ici, ce soir, loin de Paris. Alors il appuie sur cette corde qui le hante depuis l'enfance. Il parle du temps perdu à attendre que d'autres décident pour eux, du temps volé par des patrons qui refusent d'augmenter les salaires, du temps que les enfants passent à servir la messe plutôt qu'à apprendre à lire dans des écoles dignes de ce nom. Chaque exemple tombe comme un coup de cloche. On nous dit « Attendez, la réforme viendra, la justice viendra ». Non, mes amis, la justice ne vient jamais toute seule. Il faut aller la chercher. Et ce soir, il nous reste 45 minutes pour décider si, à Saint-Nazaire, nous laissons partir encore un navire sans y être monté. La salle réagit, d'abord par des murmures, puis par des applaudissements, des cris. On ne voit plus l'horloge, cachée par la fumée, mais lui, dans sa tête, compte chaque minute. Il accélère, ralentit, laisse les silences s'installer, il joue de la parole comme d'un violon qu'il aurait patiemment appris à maîtriser entre le comptoir du café de son père et les salles enfumées de Paris. Quand il redescend de la tribune, il est trempé de sueur. À l'extérieur, sous les réverbères jaunes, la pluie tombe toujours. Des hommes s'approchent, serrent sa main, des femmes l'arrêtent pour lui raconter leur vie en quelques phrases hâtives. Il rentre se coucher tard, dans une chambre austère prêtée par un sympathisant. Il ne dort presque pas. Le lendemain, tout se joue en quelques chiffres inscrits à la craie sur des tableaux noirs devant la mairie. Les bulletins sortent des urnes, les noms s'alignent. Briand regarde les colonnes se remplir. D'abord, il est derrière, puis il rattrape, puis il dépasse. À chaque quartier, un frisson de plus. La foule est compacte. Certains montent sur les bancs pour voir, d'autres se hissent aux fenêtres. À un moment, un silence intense tombe. On additionne les derniers chiffres, on les vérifie, on les recompte. Le temps semble s'arrêter, suspendu au bout d'une craie, puis la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Aristide Briand est élu député de Loire-Inférieure. Son rival local se retire, le visage fermé, des hommes enlèvent leurs casquettes, des femmes essuient leurs mains sur leur tablier avant de les lui tendre. Lui, au milieu du vacarme, pense à une autre silhouette, loin de là, Jaurès. Il sait que son élection est aussi un message pour son vieux compagnon adversaire. À Paris, sur les bancs de la gauche, un nouveau joueur entre dans la partie. Quelques semaines plus tard, il franchit pour la première fois les portes du Palais Bourbon. Les colonnes blanches, le marbre froid, l'odeur de cire et de papier neuf. Tout cela écrase un instant le fils de cafetier, mais il se ressaisit. Il traverse les couloirs, découvre les bancs de velours, les lourds rideaux, l'immense horloge qui domine la salle. Le temps, encore, dehors la France change à toute vitesse. Dedans, les lois avancent à pas de tortue. Il sent confusément que son talent ne suffira pas, qu'il devra affronter non seulement ses adversaires déclarés, mais aussi ses amis. D'hier, prêts à l'accuser de trahison au moindre geste vers le compromis. Dans un coin de la salle, ce jour-là, Jaurès le regarde s'asseoir. Ils échangent un signe de tête, ni franchement amical, ni franchement hostile. La partie ne fait que commencer. Et la grande horloge, implacable, se remet à battre. À 23h30, dans l'hémicycle surchauffé, des députés s'endorment sur leurs bancs. À 23h30, dans les couloirs, les huissiers bâillent. Les plumes raclent encore le papier. À 23h30, un seul homme tient éveillé toute la France laïque. Aristide Briand, rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État. Devant lui, la pile de feuilles est fine, presque dérisoire face à des siècles de querelles religieuses. Derrière lui, les bancs de la gauche frémissent. Sur sa droite, les adversaires, cravates impeccables, micelles dans la poche, n'attendent qu'un mot de trop pour se lever en scandant « Sacrilège !» Et, quelque part dans l'hémicycle, les bras croisés, le regard sombre, un homme guette, Jean Jaurès. Son allié d'hier, son juge d'aujourd'hui, il reste 1 heure avant le vote. 1 heure pour faire basculer la France dans un nouvel âge ou pour la replonger dans une guerre religieuse. Rien, pourtant, ne destinait le fils de cafetier de Saint-Nazaire à cette nuit décisive. Quelques années plus tôt, quand il a franchi pour la première fois les portes du Palais Bourbon, il ne connaissait que l'odeur du bois ciré, le froid du marbre et ce silence impressionnant qui s'abat quand le président de séance tape de son maillet. Les premiers temps, on le regarde avec curiosité. Dans les couloirs, on chuchote. C'est le petit Briand, le journaliste, le socialiste qui écrit si bien. Il n'a pas encore la
stature des grands fauves de la Chambre, mais il a déjà quelque chose qui les inquiète. Cette capacité à écouter sans parler, à tout enregistrer, à tout transformer en formule qui frappe. Au début, il prend la parole rarement. Quelques questions sur le travail, la justice sociale, la laïcité. Les bancs se remplissent ou se vident selon l'heure. Certains lisent leur journal pendant qu'il parle. Il le sait, il l'entend même. Le froissement de papier, l'indifférence polie. Alors il aiguise sa voix, travaille ses silences. Il n'a pas le ton lyrique de Jaurès, mais il se forge un style tranchant, précis, presque chirurgical. Et puis très vite, le destin lui tend un dossier explosif, la question religieuse. Depuis des décennies, la République bataille contre l'Église catholique, concordat, congrégation religieuse, école confessionnelle. La France est un champ de mines. En 1902, le gouvernement d'Émile Combes se lance dans une offensive anticléreuse radicale. Expulsion de congrégations, fermeture d'écoles religieuses. Les processions se transforment en manifestations. Des curés sont traînés devant les tribunaux. Dans certaines régions, on frôle l'émeute. Au cœur de ce brasier, l'idée surgit de tout trancher d'un coup, séparer une fois pour toutes les églises et l'État. Une commission est créée à la Chambre. On y place des républicains chevronnés, des anticléricaux enragés. Et, à la surprise générale, un jeune député encore peu connu devient rapporteur de la loi, Aristide Briand. Pourquoi lui? Parce qu'on a compris quelque chose. Cet homme-là n'est pas seulement un idéologue, c'est un négociateur. Il connaît les passions populaires, mais aussi les rouages du droit. Il a un pied dans les cafés ouvriers et un autre dans les couloirs feutrés du pouvoir. Il peut peut-être éviter l'explosion. À partir de ce moment, sa vie se met à tourner autour d'un seul mot, séparation. Des mois d'auditions, de discussions, de nuits blanches. Il reçoit des prêtres, des évêques, des pasteurs, des francs-maçons, des militants socialistes, des instituteurs de campagne qui lui écrivent « Tenez bon ». Sur son bureau, les projets s'empilent. Certains veulent tout raser, confisquer les églises, humilier le clergé. D'autres menacent de guerre civile si l'on touche au moindre crucifix. Briand tranche dans ce chaos avec une idée simple, presque choquante pour son camp. La liberté. Liberté de conscience pour les croyants comme pour les non-croyants. Liberté de culte, mais sans un sou de l'État. Une laïcité dure sur les principes, douce dans l'application. Il propose que les biens de l'Église soient gérés par des associations cultuelles de fidèles, que les édifices restent propriété publique mais mis à disposition. Il écrit des articles de loi où chaque mot est pesé. À chaque virgule, il voit une émeute possible dans un village, un prêtre expulsé. Un paysan qui prend son fusil, dans son propre camp, on commence à grincer des dents, trop modéré, trop conciliant, et la voix la plus grave, la plus influente, celle qu'il a longtemps soutenue, commence à porter le doute. Jaurès. Entre les deux hommes, le fossé s'élargit. À la Chambre, leurs discours se répondent, parfois s'entrechoquent. Jaurès tonne contre un cléricalisme qu'il veut déraciner. Briand insiste sur la nécessité de ne pas transformer la laïcité en nouvelle religion d'État. Le premier veut un grand geste historique. Le second veut une loi qui tienne debout dans les mairies de campagne. C'est là qu'apparaît le premier grand twist de sa trajectoire nationale. Briand, le socialiste, devient suspect aux yeux des socialistes. Au congrès d'Amsterdam de l'Internationale, en 1904, les partis frères décident que les socialistes ne participeront pas à des gouvernements bourgeois. Jaurès, artisan de l'unité socialiste en France, pousse à la discipline. On s'organise pour former un grand parti socialiste unifié qui parlera d'une seule voix. Briand écoute, mais il entend autre chose derrière l'émotion. Une camisole, une horloge implacable imposée de l'extérieur qui lui dicterait le moment où il a le droit d'agir. Dans les salles enfumées où se préparent ces décisions, les débats deviennent électriques. On lance des mots lourds, trahison, reniement, collaboration de classe. Un soir, après un vote où la ligne dure l'emporte, Jaurès pose une main lourde sur l'épaule de Briand. « Aristide, tu es trop intelligent pour ne pas comprendre. Sans discipline, nous n'aurons jamais de force. Il faut que tu choisisses. Choisir, voilà le mot qui coupe l'air comme un couteau. Choisir entre le parti et la République, entre la pureté du camp socialiste et la possibilité d'agir, ici et maintenant, au cœur du pouvoir, entre l'amitié et l'ambition. Briand choisit.
Il refuse de promettre qu'il ne participera jamais à un gouvernement bourgeois. Il se tient à distance de la nouvelle SFIO naissante. Il devient ce que, à gauche, on déteste le plus, un indépendant. Le fils de cafetier, jadis moqué par les bourgeois, commence à être traité de renégat. Dans certains journaux ouvriers, on publie des caricatures. Sa moustache fine, son regard vif, affublé d'un habit de ministre, serrant la main des puissants. Mais pendant qu'on l'épingle, son texte de loi avance. Nous revoilà dans cette nuit de décembre 1905. Sur les bancs, les députés luttent contre le sommeil. Dans les tribunes, des journalistes attendent la phrase qui fera la une du lendemain. Briand monte à la tribune avec ce calme étrange qu'il s'est fabriqué au fil des combats. Pas de grande envolée, pas de tonnerre, une voix posée, presque pédagogique. Messieurs, la République ne veut pas briser les consciences, elle veut les libérer. Il déroule patiemment les articles. Neutralité de l'État, fin du budget des cultes, garantie pour le libre exercice des religions. Il refuse les amendements de vengeance, corrige les excès de prudence. À chaque phrase, un camp gronde, l'autre applaudit. Et, dans le brouhaha, Jaurès écoute. Il sait qu'historiquement, ils sont du même côté, mais il sent aussi que Briand se ferait un chemin différent, plus solitaire, plus ambigu. À minuit passé, le vote tombe. La loi de séparation des églises et de l'État est adoptée. La France vient de changer de siècle en une nuit. Le lendemain, les cloches sonnent toujours dans les villages, mais elles ne sonnent plus pour un pays officiellement catholique. Elles sonnent pour des consciences désormais libres. Dans les journaux, un nom ressort partout. Aristide Briand, rapporteur. Certains le saluent comme le législateur de la laïcité, d'autres le vouent aux gémonies. L'Église fulmine, les monarchistes crient à l'apostasie nationale. À l'extrême gauche, on relève chaque concession faite aux croyants comme un signe de faiblesse. Mais, dans l'ombre, un autre effet se prépare. Les radicaux au pouvoir, impressionnés par sa maîtrise, se disent « Celui-là, il nous le faut au gouvernement ». Et, en 1906, le choc tombe. Briand, socialiste indépendant, devient ministre de l'Instruction publique et des cultes dans le gouvernement de Ferdinand Sarrien. Pour Jaurès et la SFIO, c'est le casus belli. On le traite de ministre de la bourgeoisie, on l'accuse d'avoir monnayé sa plume contre un portefeuille. Dans les meetings socialistes, son nom déclenche des huées. Lui, de son côté, répond par un sourire sec. Il sait qu'il vient de passer une frontière sans retour. À la tête de l'instruction publique, il se retrouve exactement là où l'enfant des cafés de Nantes rêvait d'être, au cœur de l'école républicaine. Il signe des circulaires, installe des bustes de Marianne dans les classes, renforce la laïcité des programmes. Les instituteurs, ces hussards noirs de la République, deviennent ses alliés naturels. Dans les campagnes, on parle de la loi Briand, parfois avec admiration, parfois avec crainte. Mais à peine a-t-il pris ses marques qu'un nouveau tonnerre politique éclate. Clemenceau arrive à la présidence du Conseil en 1906. Le Tigre appelle Briand à ses côtés comme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Deux caractères forts, deux styles opposés. Clemenceau brutal, tranchant, impatient. Briand, plus souple, plus calculateur. Entre eux, la France entière à tenir. Les dossiers s'accumulent. Troubles sociaux, grèves, agitation antimilitariste. La révolution industrielle broie les corps dans les usines. Les syndicats se radicalisent et un jour, la situation explose. Une grande grève des chemins de fer paralyse le pays. Les trains s'arrêtent, les wagons restent à quai, des milliers de voyageurs bloqués, des marchandises périssables abandonnées dans les gares. L'économie suffoque. Clemenceau n'a jamais caché ce qu'il pense des grévistes trop remuants. Je fais la guerre. Dans les conseils de ministres, les discussions sont tendues. Faut-il envoyer la troupe? Réquisitionner les cheminots? Céder à certaines revendications? Briand, l'ancien avocat des ouvriers, se retrouve face à un dilemme moral. L'homme qui a passé sa jeunesse à dénoncer les injustices doit maintenant signer des ordres qui peuvent briser des vies. Le temps joue contre lui. Chaque heure de grève coûte cher, alimente les rumeurs de révolution. Dans certaines gares, on commence à parler d'arracher les rails. Les journaux de droite hurlent à l'anarchie. Ceux de gauche réclament la fermeté contre le gouvernement. Finalement, la décision tombe. Réquisition. L'État mobilise les cheminots comme s'ils étaient des soldats. Ceux qui refusent risquent la prison. Le matin où les télégrammes partent, des affiches officielles plaçardées annoncent que la révolte devra cesser.
La République, via la plume d'un ancien socialiste, tape du poing sur la table. Le mot qui lui collera longtemps à la peau surgit alors dans la presse ouvrière. Briseur de grève. Pour beaucoup, la trahison est consommée. Le jeune idéaliste de Saint-Nazaire est devenu un homme d'ordre. Jaurès, du haut de sa tribune, dénonce cette dérive avec des accents douloureux. Il ne s'adresse plus seulement à un adversaire politique, mais à un ami perdu. Pourtant, ce geste de fermeté donne à Briand une image nouvelle aux yeux d'autres acteurs, celle d'un homme capable de maintenir le pays debout quand tout vacille. En juillet 1909, l'impensable se produit. Aristide Briand devient président du Conseil, chef du gouvernement français. Le fils de cafetier, moqué par les notables de sa jeunesse, s'assoit dans le fauteuil où se sont usées des figures comme Waldeck-Rousseau, Combes, Rouvier. Devant lui, le pays enfiévré par les questions sociales, la montée du nationalisme, les tensions internationales. Derrière lui, une gauche divisée, une droite prête à le renverser au premier faux pas. Et, sur le banc socialiste, Jaurès, plus isolé que jamais par sa ligne pacifiste, le regarde désormais comme on regarde un frère passer de l'autre côté du miroir. Le temps, encore. Les gouvernements de la Troisième République tombent en quelques mois, parfois en quelques jours. Briand le sait. Il a peu de temps pour agir. Il se fixe une priorité, apaiser les passions religieuses après la loi de 1905, apaiser les conflits sociaux, apaiser une Europe qui s'arme en silence. Mais apaiser, dans une époque de crispation, ressemble souvent à une trahison aux yeux des extrémistes. Chaque fois qu'il fait un pas vers les syndicats, la droite hurle à la faiblesse. Chaque fois qu'il réprime une agitation trop violente, la gauche lui jette au visage ses discours de jeunesse. Le twist le plus cruel est là. Plus il monte, plus il se retrouve seul. Ministre respecté, chef de gouvernement, homme que les chancelleries étrangères commencent à prendre au sérieux. Et pourtant sans véritable parti solide derrière lui, les socialistes l'ont renié, les radicaux s'en méfient, la droite le supporte quand ça l'arrange. En 1911, il tente une nouvelle fois de former un gouvernement. Les crises se succèdent. Affaire d'Agadir, tension coloniale avec l'Allemagne, agitation militaire. Quand on discute du service militaire à 3 ans, indispensable selon les militaires pour faire face à une éventuelle guerre, le pays se déchire. Les pacifistes, derrière Jaurès, crient à la folie. Les nationalistes accusent le gouvernement de ne pas aller assez loin. Briand se retrouve au centre de cette tenaille. Il sait, à force de contact avec les diplomates, que l'Allemagne s'arme à marche forcée. Il sent que l'horloge européenne accélère dangereusement. Mais il continue à croire qu'on peut encore gagner du temps, négocier, retarder l'inéluctable. Ce temps, hélas, ne lui sera pas donné en tant que chef de gouvernement. Sous les coups répétés des oppositions, usé par des alliances fragiles, il est renversé. Une fois, 2 fois. La Troisième République l'use comme elle use tous les siens. Il redevient simple député, puis ministre dans d'autres cabinets, mosaïque ininterrompue de combinaisons parlementaires. Pourtant, quelque chose a changé. Il n'est plus un simple faiseur de lois. Il est désormais identifié comme un homme clé de la survie du régime. À chaque crise grave, un nom revient dans les conversations des couloirs. Et si on rappelait Briand? À l'été 1914, la question ne porte plus seulement sur des lois sociales ou sur la laïcité. Elle porte sur la paix ou la guerre. Les alliances militaires s'enclenchent comme des dominos. Quelques attentats, des ultimatums, des mobilisations partielles. En quelques semaines, l'Europe tout entière se retrouve au bord du gouffre. Dans les cafés de Nantes, où il courait enfant, les journaux affichent en gros titres « Ultimatum à la Serbie »,« L'Allemagne mobilise ». Dans les usines de Saint-Nazaire, on chuchote « La guerre, vraiment ?» À Paris, à la Chambre, Jaurès multiplie les discours pour conjurer le désastre. Il appelle à la raison, à l'arbitrage international, au refus de la fatalité. Il croit encore qu'en parlant assez fort, assez juste, il pourra arrêter la machine infernale. Briand, lui, regarde l'horloge. Il sait que les trains de mobilisation n'attendront pas de grands discours pour se mettre en marche. Et, dans ce moment tragique, le vieux duel entre les deux hommes prend une tournure poignante. Ils se croisent dans les couloirs, plus graves que jamais. Les invectives des années passées semblent soudain futiles. « Jean », murmure Briand un soir, « on a peut-être moins de semaines devant nous qu'on a eu d'années pour se quereller. » Jaurès ne répond pas tout de suite. Puis il lâche « Alors il faut parler plus vite et plus fort. »
Mais le temps, cette fois, se montre d'une cruauté absolue. Le 31 juillet 1914, dans un café parisien, un nationaliste fanatique abat Jean Jaurès d'une balle dans la tête. À quelques centimètres d'une horloge murale, il est 21 heures passées. Le plus grand défenseur de la paix vient de tomber, à la veille de la mobilisation générale. Quand la nouvelle parvient à la Chambre, le choc est immense. Dans les couloirs, des hommes pourtant aguerris par des décennies de combats politiques s'essuient les yeux. Briand, lui, encaisse en silence. Son rival, son frère ennemi, celui dont il avait passé sa vie à se rapprocher et à s'éloigner, gît maintenant sur le sol d'un café, comme n'importe quel ouvrier ivre tombé dans une rixe. Dans les jours qui suivent, les affiches de mobilisation recouvrent les murs de France. Les trains que, naguère, les cheminots avaient arrêtés en grève partent maintenant sans discussion, chargés de jeunes hommes en uniforme bleu, le temps que Briand avait appris à amadouer, à étirer, à manipuler, se transforme en rouleau compresseur. Lui, qui avait tant combattu pour la laïcité, pour la justice sociale, pour des lois patientes, se voit maintenant entraîné dans un tout autre type de combat, celui d'un pays plongé dans la guerre totale. À mesure que les premiers obus tombent sur les frontières, que les colonnes de soldats s'ébranlent, une question silencieuse s'impose, à lui. Que peut encore un artisan de compromis, un fils de cafetier devenu législateur, dans un monde où le temps ne se compte plus, en années de débat, mais en heures avant l'arrivée de l'ennemi? La réponse, il devra la trouver très vite, trop vite, parce que dans les mois qui suivent, on viendra le chercher à nouveau. Parce que, au milieu du vacarme des canons, certains comprendront qu'il faudra aussi des voix capables, un jour, de parler de paix. À la même minute où, dans une tranchée boueuse de l'Artois, un jeune poilu de 20 ans hurle en sentant son pied se détacher sous l'éclat d'un obus, à Paris, dans un bureau aux tentures épaisses, un autre homme appuie sa plume sur un papier à en casser la pointe. Aristide Briand signe un décret de mobilisation. Deux cris se répondent sans se rencontrer. Celui de la chair qu'on déchire, celui de l'encre qui engage des millions de vies. En août 1914, la France bascule en quelques jours d'une paix fragile à la guerre totale. Sur les murs des villes, l'ordre de mobilisation générale recouvre les affiches de théâtre et les réclame pour le chocolat. Dans les gares, les trains qu'il avait autrefois réquisitionnés contre les grévistes sont maintenant bondés d'hommes en uniforme bleu horizon. Dans cette tempête, la République rappelle ses vieux routiers, le gouvernement Viviani se forme sous l'égide de l'Union sacrée. Et, très vite, un nom apparaît à nouveau au journal officiel. Aristide Briand, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le fils de cafetier devenu législateur de la laïcité se retrouve soudain à trier des dossiers qui n'ont plus rien à voir avec des querelles religieuses, désertion, espionnage, censure de la presse. À son bureau arrivent des piles de rapports, des mutineries étouffées, des lettres d'ouvrières qui réclament le retour d'un mari, des dénonciations anonymes de défaitistes. Lui qui avait fait profession de défendre les libertés doit maintenant signer des internements, confirmer des condamnations, autoriser la surveillance du courrier. Chaque paraphe est un coup de canif dans ses propres convictions. Le temps, désormais, ne se mesure plus en années de législature, mais en jours avant la prochaine offensive. Et pendant qu'il tente de maintenir un semblant d'état de droit, un autre homme rugit dans la coulisse, prêt à bondir, Georges Clemenceau. Sénateur, journaliste, pourfendeur impitoyable de tous ceux qu'il soupçonne de tiédeur, dans ses articles, le tigre frappe fort. Il accuse le gouvernement d'hésiter, de cacher la vérité sur les pertes, de mener la guerre les pieds dans la boue et la tête dans le sable. Entre Briand et lui, la rivalité prend corps. Deux anciens républicains radicaux, deux bêtes politiques, deux visions du même pays en feu, l'un croit encore au compromis même en temps de guerre, l'autre ne jure plus que par la victoire, à n'importe quel prix. À l'automne 1915, sous la pression des revers militaires et de la lassitude, le gouvernement Viviani s'effondre. La France a besoin d'un nouveau visage, d'un homme qui sache parler aux partis, aux militaires, aux alliés. On se tourne, presque mécaniquement, vers celui qu'on appelle désormais dans les couloirs le débrouilleur de crise. Le 29 octobre 1915, Aristide Briand devient président du Conseil, chef de gouvernement. En temps de guerre, à peine installé, il découvre que sa marge de manœuvre est minuscule.
D'un côté, les généraux, menés par Joffre, exigent des hommes, toujours plus d'hommes, pour des offensives gigantesques, où l'on gagne quelques kilomètres au prix de dizaines de milliers de morts. De l'autre, les députés, qui veulent des comptes, des chiffres, des garanties, pour répondre à un pays qui commence à douter. Et au-dessus de tout cela, l'ombre de Clémenceau qui, depuis le Sénat et son journal, guette la moindre faiblesse pour l'achever. La course contre la montre est implacable. Tenir le front jusqu'à ce que l'industrie s'adapte, jusqu'à ce que les alliés coordonnent vraiment leurs efforts, jusqu'à ce que l'Amérique peut-être sorte de sa neutralité. Briand passe ses journées à l'Assemblée, ses soirées en conseil de guerre, ses nuits à recevoir des émissaires britanniques ou russes. On le voit, pâle, amaigri, la moustache moins soignée, traverser les couloirs du pouvoir comme un homme qui glisse sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. Il prend une décision audacieuse, presque suicidaire politiquement. Ouvrir un nouveau front en Orient, à Salonique. Les militaires crient à la dispersion des forces. Clémenceau raille une expédition de fantaisie. Mais Briand s'entête. Il veut desserrer l'étau, empêcher les Balkans de tomber entièrement sous l'influence allemande, montrer aux Alliés que la France n'est pas figée dans ses tranchées. Cette obstination lui vaudra longtemps des critiques féroces, mais elle révèle un trait constant. Il refuse de laisser le destin du pays se réduire à une seule ligne de front. Il cherche toujours une autre porte, une autre issue, un autre fuseau horaire, où le temps pourrait soudain jouer pour lui. Pourtant, à mesure que les années de guerre s'additionnent, l'arithmétique devient implacable. Verdun, la Somme, le chemin des Dames. Des noms de lieux deviennent des abattoirs industriels. Un jour, on lui apporte un rapport sec. Sur un seul secteur, en quelques heures, des milliers de jeunes Français ont été fauchés. La plume lui tombe presque des doigts. Dans les campagnes, les listes de morts affichées sur les façades des mairies s'allongent jour après jour. Les femmes prennent la place des hommes dans les champs, dans les usines. Les députés murmurent « Combien de temps encore ?» Les généraux répondent « Jusqu'à la victoire ». Clémenceau, lui, intensifie ses attaques. Dans les colonnes de son journal, il vilipende les gouvernements qui temporisent pendant que les hommes tombent. Il incarne une forme de radicalité guerrière qui séduit un pays épuisé. Plus de demi-mesures, plus de compromis, seulement la volonté de vaincre. Le duel entre Briand et Clémenceau se transforme en compte à rebours. Combien de mois avant que le tigre ne prenne sa place? Combien de défaites? Combien d'hésitations? Combien de remaniements ministériels? En mars 1917, la sentence tombe. Le gouvernement Briand est renversé. C'est Clémenceau qui finira par hériter de la direction du pays quelques mois plus tard, en novembre. C'est lui qui deviendra le père la victoire, celui qui signera l'armistice et imposera à l'Allemagne vaincue des conditions écrasantes. Pour l'histoire officielle, le visage de la victoire sera celui du tigre. Briand, lui, disparaît un temps dans la coulisse, comme si l'horloge de sa vie politique s'était arrêtée au milieu du vacarme des canons, mais ce n'est qu'un apparent silence. Car, tandis que Clémenceau mène la guerre jusqu'à la signature de l'armistice en 1918, Briand observe. Il voit le pays épuisé, les mutilés qui reviennent sans bras ni jambes, les villages rasés, il entend les cris de vengeance, les appels à faire payer l'Allemagne, à lui arracher des réparations colossales. Il comprend tout de suite que la paix à venir sera peut-être plus dangereuse que la guerre si elle n'est qu'une vengeance mal déguisée. Au traité de Versailles, en 1919, son rôle est marginal. Il n'est ni le grand architecte ni le signataire principal. D'autres, Clémenceau en tête, tracent les frontières, fixent les montants des réparations, décident du sort des colonies. Mais, dans les couloirs, dans les conversations nocturnes, Briand glisse des mises en garde. Une paix trop dure, dit-il à ceux qui veulent l'écouter, sera une trêve, pas une solution. Le pays, pourtant, ne veut pas de nuances. La France entière réclame sécurité et réparation. On réélit Poincaré, le juriste rigoureux devenu symbole de fermeté nationale, à la présidence de la République, puis à la tête du gouvernement. Poincaré incarne l'intransigeance envers l'Allemagne, la sacralisation du texte de Versailles. C'est là qu'un nouveau rival prend la place laissée vide par Clémenceau. Raymond Poincaré, ce Lorrain raide, patriote ombrageux. Si Clémenceau avait incarné la rivalité en temps de guerre,
Poincaré devient le concurrent de Briand en temps de paix. Deux hommes, deux projets pour l'après-catastrophe. L'un veut tenir l'Allemagne sous l'étau des réparations, l'autre commence à rêver de la transformer en partenaire pour éviter la prochaine apocalypse. En 1921, pourtant, le destin lui offre un nouveau détour. La crise financière est aiguë. Les négociations sur les réparations piétinent. Les Britanniques s'impatientent. Il faut un homme qui parle le langage des diplomates autant que celui des parlementaires. On rappelle Briand. Il redevient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. À la fois, le décor a changé. Les uniformes ont laissé place aux redingotes, les tranchées aux salles de conférence recouvertes de tapis. Mais la guerre n'est pas si loin. Elle bat encore dans les esprits, dans les cauchemars, dans les cicatrices. À la tribune, Briand surprend. Il ne parle pas de revanche, il parle de Europe. Mot presque incongru dans une France encore en deuil, il imagine une organisation internationale qui ne serait pas seulement une salle d'attente entre deux conflits, mais un cadre permanent de dialogue. La Société des Nations, qui vient de naître à Genève, devient pour lui plus qu'une institution, une obsession. Cependant, chez lui, l'horloge tourne plus vite que jamais. Il sait qu'il n'aura que quelques mois pour infléchir la ligne dure héritée de la guerre. Quelques mois pour convaincre qu'on ne peut pas tenir éternellement un peuple entier sous la menace d'occupation sans le pousser. Un jour, à la révolte, face à lui, Poincaré, depuis l'Élysée puis à la présidence du Conseil, veille. Il voit dans chaque concession une faiblesse, dans chaque délai une reculade. Il défend, article en main, le traité de Versailles comme un évangile politique. Entre les deux hommes, les échanges sont glacés. Briand plaide pour un aménagement des paiements, des conférences internationales, des compromis techniques. Poincaré répond par des ultimatums, des occupations de territoire, des menaces à peine voilées d'envoyer à nouveau les troupes. En 1923, la France franchit une ligne dangereuse en occupant la Ruhr, cœur industriel de l'Allemagne, pour contraindre Berlin à payer. Si Briand n'est plus alors à la tête du gouvernement, il regarde cette opération avec un mélange de malaise et de fatalisme. Les images de soldats français réquisitionnant des usines allemandes tournent dans les journaux du monde entier. Pour beaucoup, c'est la France qui apparaît désormais comme la puissance brutale. C'est là un nouveau twist de son parcours. Le pays qu'il voulait protéger du militarisme allemand est en train de se faire détester, au nom même d'un traité signé pour garantir la paix. Le temps, pourtant, finit par se retourner. L'occupation de la Ruhr coûte cher, isole diplomatiquement la France, inquiète les marchés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne font pression. Le plan Dawes rééchelonne la dette allemande. Poincaré, le gardien inflexible de Versailles, se voit contraint, en 1924, de quitter le pouvoir. Dans ce vacillement, un espace s'ouvre à nouveau pour Briand. En 1925, il redevient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Cette fois, son obsession peut s'exprimer pleinement. Stabiliser l'Europe avant que le poison du ressentiment n'empoisonne définitivement les peuples. Il se jette dans les négociations comme dans un dernier combat. Une nouvelle génération de dirigeants apparaît en face de lui, notamment en Allemagne. Gustav Stresemann, ministre des Affaires étrangères. De la République de Weimar, ancien nationaliste transformé par l'expérience de la défaite. Entre Briand et Stresemann, la relation est complexe, faite de méfiance, d'intérêts bien compris, puis peu à peu d'une forme de respect, presque d'amitié. Ils sont, l'un pour l'autre, à la fois concurrents et complices dans une course contre des ennemis invisibles, les nationalistes de leur propre pays qui les accusent de trahir la patrie et l'horloge qui tique vers une nouvelle catastrophe. Le moment clé se joue à Locarno, en Suisse, à l'automne 1925. Dans un décor de cartes postales, au bord d'un lac calme, se jouent les réglages de la paix européenne. Les délégations passent de salon en salon, les cigarettes se consument, les traducteurs s'épuisent. On discute de frontières, de garanties de sécurité, de non-agression. Il y a un délai intangible. Si, au bout de quelques jours, aucun accord n'est trouvé, chacun repartira dans son pays avec la preuve que la méfiance l'emporte. Les bourses, déjà nerveuses, guettent le moindre signe d'échec. Les journaux titrent « Locarno ou la rechute ». Briand sait qu'il joue là bien plus que sa carrière. Il joue contre le temps, encore une fois. Chaque heure passée sans accord donne du grain à moudre aux ultra-français qui murmurent
On ne peut pas faire confiance à ces boches. Et aux démagogues allemands qui répètent « Regardez, la France veut notre humiliation éternelle ». Une nuit, alors que les négociations semblent s'enliser, il prend Stresemann à part. Deux hommes marqués par la guerre, penchés sur une carte d'Europe, discutent à voix basse pendant que les couloirs se vident. Ils finissent par esquisser un compromis. L'Allemagne reconnaîtra définitivement ses frontières occidentales, la France garantira sa sécurité dans un cadre multilatéral, la Grande-Bretagne servira de garant. Le lendemain, les plumes signent ce qui restera dans l'histoire comme les accords de Locarno. Sur les photos, on voit ce geste qui fera le tour du monde. Briand serrant la main de Stresemann, un sourire fatigué aux lèvres. En France, certains poussent un soupir de soulagement, d'autres crient à la naïveté. En Allemagne, les extrémistes hurlent à la capitulation. Mais, pendant quelques mois, l'Europe respire mieux. On parle du « Spirit of Locarno » comme d'une éclaircie après l'orage. Le twist est immense. L'homme qui avait été accusé de briser les grèves, de trahir la gauche, l'ex-chef de gouvernement renversé, en pleine guerre, devient le symbole d'une possible réconciliation entre anciens ennemis. En 1926, le Comité Nobel, à Oslo, décerne le prix de la paix conjointement à Aristide Briand et Gustav Stresemann, le fils de cafetier de Saint-Nazaire, qui avait commencé sa vie publique dans les cafés enfumés à défendre les ouvriers, se retrouve célébré comme artisan d'une paix européenne. Dans la salle, quand on prononce son nom, certains diplomates ont en tête les cartes d'état-major, les villes détruites, les millions de morts de 14-18. L'image est presque irréelle. Deux hommes qui avaient théoriquement le devoir de se haïr reçoivent ensemble une médaille pour avoir essayé de bâtir autre chose. Mais même dans ce moment de reconnaissance, l'ombre du rival plane. Poincaré, revenu au pouvoir en 1926 pour redresser les finances et stabiliser le franc, accepte de garder Briand aux affaires étrangères. C'est un étrange duo, le rigoriste national et l'internationaliste pragmatique, obligés de cohabiter. Dans les conseils des ministres, Poincaré pose des questions glaciales sur chaque clause, chaque engagement. Briand répond avec des phrases souples, des esquisses de perspective, des appels à la raison. À la Chambre, les nationalistes dénoncent le ministère des capitulations. À l'extrême gauche, on soupçonne les accords internationaux de masquer des combinaisons de grands capitalistes. Pourtant, Briand continue. Il enchaîne les voyages à Genève pour la Société des Nations, les conférences économiques, les entrevues bilatérales. Sa santé se fatigue, ses mains tremblent parfois en tenant sa cigarette. Mais il tient à ce rôle comme à une bouée. Il a désormais une intuition qui le hante. Si l'on ne transforme pas cette paix précaire en architecture solide, si l'on ne donne pas au peuple une autre identité que la haine de l'ennemi d'hier, une nouvelle guerre éclatera aux alentours de 1940. C'est presque une date qu'il voit s'inscrire devant lui, mathématique sinistre. Une génération pour grandir, une autre pour mourir. Alors il va plus loin. En septembre 1929, à Genève, devant l'Assemblée de la Société des Nations, il prononce un discours qui sidère et divise. Il évoque l'idée des États-Unis d'Europe, non pas une simple alliance militaire ou un cartel de réparation, mais un cadre politique où les nations accepteraient de lier volontairement une part de leur souveraineté pour empêcher la guerre de redevenir un moyen normal de régler les différends. Dans la salle, des délégués hochent la tête, d'autres sourient ironiquement. Dans la presse française, on se déchaîne. Certains y voient un rêve prophétique, d'autres une folie dangereuse, une abdication devant l'Allemagne. Poincaré, lui, l'écoute avec ce demi-sourire qu'il réserve aux idées qu'il juge irréalistes. La rivalité prend une forme nouvelle. Ce n'est plus seulement la querelle entre le gardien sourcilleux d'une France meurtrie et le diplomate qui croit aux vertus du dialogue. C'est un affrontement de vision du temps lui-même. Pour Poincaré, l'histoire est un livre de comptes, dettes, compensations, garanties, traité par traité. Pour Briand, elle est une horloge affolée. Si l'on ne modifie pas radicalement le mécanisme, elle sonnera tôt ou tard l'heure d'une nouvelle hécatombe. À peine ce discours prononcé, cependant, un choc venu d'ailleurs retentit. La bourse de New York s'effondre en octobre 1929. Le krach de Wall Street fait déferler une onde de choc économique sur le monde entier. Chômage, faillite, instabilité politique. Les démagogues relèvent la tête partout en Europe.
Et comme un sinistre message, Stresemann, l'alter ego allemand de Briand, meurt subitement en octobre de la même année. Cette fois, ce n'est pas un assassin nationaliste dans un café qui fauche l'allié de Briand, mais la maladie. Mais le résultat est le même. L'homme qui, de l'autre côté du Rhin, plaidait pour la même paix patiente, disparaît au moment où le sol se dérobe sous les pieds des démocraties. À Paris, à Genève, à Berlin, les horloges continuent de tourner, imperturbables. Briand, lui, sent que le sable fuit plus vite que jamais entre ses doigts. Ses forces déclinent, les critiques redoublent, de nouveaux visages apparaissent sur la scène politique, plus jeunes, plus durs, moins marqués par l'horreur de 14-18. Il a tendu la main à l'Allemagne, il a tenté d'enchaîner les États par des pactes plutôt que par des canons. Il a lancé, presque en tremblant, l'idée d'une Europe unie. Reste à savoir si, dans ce monde qui accélère, son œuvre résistera au prochain choc, ou si elle sera balayée comme un château de cartes. La suite, il va devoir l'affronter affaibli, presque seul, avec pour seules armes ses souvenirs de guerre, ses discours, et cette intuition têtue que, face aux hurlements de l'histoire, la voix d'un homme peut encore peser, à condition de parler avant que l'horloge ne sonne à nouveau l'heure des trains de mobilisation. Au moment même où, dans les rues de Paris, des commerçants baissent leurs rideaux faute de clients après le krach de 1929, un homme, lui, refuse obstinément de baisser quoi que ce soit, ni le ton de sa voix, ni l'ambition de son rêve. Alors que l'économie s'effondre, Aristide Briand parle, lui, de États-Unis d'Europe. Plus le monde se désagrège, plus il se met, presque seul, à vouloir le recoudre. Ce contraste, il le porte désormais dans chaque geste. Quand il sort du quai d'Orsay, enveloppé dans son lourd par-dessus, on le reconnaît encore de loin. La silhouette un peu voûtée, la moustache grisonnante, le chapeau légèrement incliné, mais les photographes le voient hésiter une seconde en descendant les marches, comme si ses jambes ne savaient plus très bien si elles obéissent à un ministre tout-puissant ou à un vieil homme fatigable. Sur les murs des journaux, son nom s'imprime encore en gros caractères. Dans les couloirs du pouvoir, il sent déjà le courant se déplacer vers d'autres visages, plus jeunes, plus tranchants. Son concurrent d'hier, Raymond Poincaré, se retire peu à peu, brisé par la maladie. Pendant des années, leur rivalité a structuré la politique étrangère française, le Lorrain inflexible contre le tribun du compromis. Mais ce duel-là, la maladie le clôt sans panache, dans le silence d'un cabinet médical. Pourtant, la place laissée vacante par l'ancien gardien de Versailles ne se transforme pas en trône pour Briand. Elle devient un champ de bataille sur lequel s'avancent de nouveaux compétiteurs. André Tardieu, technocrate autoritaire, Pierre Laval, pragmatique sans état d'âme, et, dans l'ombre, toute une génération de députés qui n'a pas connu les tranchées et que les mots Locarno, réconciliation, désarmement laissent froid. Briand sent le temps se contracter autour de lui. Ses médecins, alarmés par ses crises d'épuisement, lui recommandent le repos. « Vous tirez trop sur la corde », murmure l'un d'eux. Il sourit, amer. « La corde, docteur, ce n'est pas moi qui la tiens, c'est l'Europe entière. » Il sait deux choses avec une précision presque mathématique. Son cœur n'en a plus pour des décennies, et les démons nés de la défaite allemande n'attendront pas, eux, des décennies pour sortir au grand jour. 10 ans, 15 au plus, pense-t-il. Une génération, le temps qu'un enfant né en 1918 devienne un soldat. La pression, désormais, n'est plus seulement celle des rivalités partisanes dans les brasseries enfumées de Berlin. Des hommes en chemise brune tiennent des discours vengeurs. En Italie, un duc en uniforme noir fait défiler des foules bras tendus. À Paris, certains députés se prennent à envier l'ordre qui régnerait, dit-on, dans ces régimes nouveaux. À chaque rapport qu'on lui remet sur la montée des extrémismes, Briand sent cette horloge intérieure accélérer. S'il échoue à structurer la paix maintenant, ce seront ces gens-là qui structureront la guerre demain. Alors il s'entête. Son discours sur les États-Unis d'Europe n'était pas une improvisation isolée. Derrière, il prépare quelque chose de plus précis, de plus dérangeant encore pour les souverainistes de tous bords.
un mémorandum, en bonne et due forme, un plan de fédération européenne. En 1930, ce texte, rédigé avec une poignée de collaborateurs au milieu de nuits blanches, est envoyé aux 26 gouvernements européens. Ce n'est pas un poème idéaliste, mais un document technique qui parle de conférences permanentes, de coopération économique, de mécanismes politiques communs. Il ose écrire noir sur blanc que les nations devront accepter de limiter, volontairement, une part de leur souveraineté pour survivre. À Paris, l'initiative fait l'effet d'un caillou dans une vitrine. Les nationalistes fulminent, Briand veut dissoudre la France dans une soupe européenne. À l'extrême gauche, certains dénoncent une Europe des banquiers, destinée à écraser les travailleurs. Dans les salons du Quai d'Orsay, des diplomates sourient, polis, en rangeant le mémorandum dans des cartons bien étiquetés, comme « On classe un rêve dans une armoire d'archives ». Et, comme toujours, à l'autre bout de la table, un rival observe. André Tardieu, chef du gouvernement à plusieurs reprises, ne dit pas tout haut ce qu'il pense. Mais ses actes parlent pour lui. Priorité à la défense nationale, scepticisme devant Genève, méfiance envers tout ce qui dépasse les frontières. Il s'affiche en gestionnaire du réel contre l'utopiste Briand. Dans les couloirs, il lâche cette phrase acide. La France n'a pas élu un président des États-Unis d'Europe. Entre les deux hommes, le conflit est plus que personnel. Tardieu incarne la tentation de rabattre le regard vers l'intérieur, vers le franc, le budget, la ligne Maginot qu'on trace sur une carte comme une muraille de Chine moderne. Briand, lui, continue de penser en termes de continent, de système, de chaîne de causes et d'effets, qui relient un vote à Berlin à une grève à Lille. Leur rivalité, c'est celle de deux lectures du danger. Pour Tardieu, la menace est aux frontières. Pour Briand, elle est dans l'âme des peuples, dans les humiliations non résolues, dans la crise qui jette les foules dans les bras des hommes forts, dans les assemblées internationales. Pourtant, le prestige de Briand reste immense. À Genève, quand il arrive pour une session de la Société des Nations, les délégués se lèvent encore. On chuchote. Voilà le Nobel, voilà l'homme de Locarno. Il prend la parole sans note, la voix légèrement voilée, et parle de désarmement, de garanties de sécurité, de mécanismes d'arbitrage. Mais, à mesure que la crise économique s'étend, ces mots glissent sur des oreilles de plus en plus inquiètes. Les diplomates pensent à leur budget, à leurs chômeurs, aux partis extrémistes qui gagnent des voix dans les urnes. À quoi bon promettre un avenir radieux si, à la sortie de la salle, des ouvriers sans travail attendent sous la pluie? Un soir, tard, à Genève, un jeune délégué d'un pays d'Europe centrale l'aborde. « Monsieur Briand, dit-il, ce que vous proposez est magnifique, mais vous savez bien que chez nous, si je rentre avec votre projet, l'opposition me traitera de traître. » Briand le fixe longuement, avec ce mélange de douceur et de gravité qui faisait sa force dans les débats parlementaires. « Chez nous aussi, on me traite de traître, répond-il. La question est de savoir si nous préférons être traités de traîtres vivants aujourd'hui ou d'imbéciles morts demain. » La phrase restera dans la mémoire de quelques témoins, mais elle ne fera pas changer un seul gouvernement. À Paris, la scène politique se fragmente, les gouvernements tombent les uns après les autres, parfois en quelques mois, parfois en quelques semaines. Et, à chaque fois, comme un vieux général rappelé en catastrophe, Briand est maintenu au Quai d'Orsay, ou rappelé pour y revenir. Sous Tardieu, sous Stig, sous Laval, il reste le pivot de la diplomatie. Ses adversaires grincent des dents. « On change tout, sauf lui !» Cette stabilité apparente cache pourtant une précarité extrême. Chaque chute de gouvernement peut être la dernière pour lui. Chaque vote de confiance ressemble à un verdict. Face à lui, Pierre Laval se dessine peu à peu comme un rival plus inquiétant encore que Tardieu. Moins idéologue, plus coulissant, Laval sent le vent tourner. Il comprend que les opinions publiques, épuisées par la crise, se moquent de l'Europe et des grands principes. Ce qu'elles veulent, c'est du pain, du travail, des certitudes. Laval écoute Briand, parfois le soutient, mais toujours en calculateur. Il le laisse parler d'idées à long terme, pendant qu'il arrange, en coulisses, des équilibres de pouvoir à court terme. C'est un duel discret, feutré, entre une vision et une tactique. Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin, la disparition de Gustav Stresemann laisse un vide que les modérés ont du mal à combler. Les rapports qui arrivent sur le bureau de Briand sont de plus en plus alarmants. Succès électoraux de partis qui jurent de déchirer
Versailles, défilé paramilitaire, attentat, il reconnaît dans ces signaux les prémices du cataclysme qu'il redoute. Chaque semaine perdue dans les querelles parisiennes lui paraît un jour de gagné pour ceux qui prêchent la vengeance en Allemagne. Son propre corps, lui aussi, commence à trahir. Les nuits de travail s'additionnent. Les voyages en train épuisent un cœur usé par 40 ans de vie politique. Il fume trop, boit trop de café, saute des repas. Ses proches le voient parfois, à l'aube, appuyé à une fenêtre du quai d'Orsay, le regard perdu sur la Seine noire. Un matin, il s'évanouit brièvement pendant une réunion. On ouvre les fenêtres, on lui tend un verre d'eau. Il revient à lui en s'excusant. Ce n'est rien, un petit locarno intérieur. La plaisanterie masque à peine l'angoisse de ceux qui l'entourent. Le compte à rebours se resserre. En 1931, la crise s'aggrave encore, la faillite de grandes banques allemandes, l'austérité, le chômage de masse creusent le lit des extrémismes. Les conférences internationales sur les dettes et les réparations tournent au dialogue de sourds. Briand essaie d'arracher une fois de plus quelques engagements, quelques garanties, quelques gestes symboliques. Il répète inlassablement que la paix n'est pas un état naturel, mais une construction fragile qu'il faut entretenir tous les jours. Ces mots ont l'air de venir d'un autre âge. Et puis soudain, le temps se venge vraiment. En janvier 1932, le gouvernement tombe. Laval quitte la présidence du Conseil, emportant avec lui la combinaison bancale qui maintenait Briand au quai d'Orsay. Cette fois, personne ne songe à le rappeler immédiatement. On parle de renouvellement, de rajeunissement, de tourner la page. Pour la première fois depuis des décennies, Aristide Briand se retrouve simple député, sans portefeuille, sans ministère à diriger, sans téléphone qui sonne sans arrêt. Le silence autour de lui a presque une texture. Il tente un moment de croire à une nouvelle remontée, à un ultime comeback. Après tout, combien de fois l'a-t-on dit fini avant de le rappeler? Mais son corps, lui, ne croit plus à ces histoires. Le 6 mars 1932, chez lui, avenue Kléber, il est terrassé par une crise cardiaque. Le lendemain, 7 mars, il meurt à 70 ans, épuisé, usé, presque brisé. Dans la chambre, sur une table, on trouve des dossiers annotés, des projets de discours, des notes pour de futures conférences. Jusqu'au bout, il a cru pouvoir encore infléchir quelque chose. Les journaux du lendemain lui consacrent leurs unes. On ressort les photos en noir et blanc de Locarno, du Nobel, des séances à la Société des Nations. Les éditorialistes saluent son talent oratoire, sa souplesse politique, sa capacité à négocier avec des adversaires irréconciliables. Certains rappellent qu'il fut, avant tout, l'homme de la loi de séparation de l'Église et de l'État, ce chef-d'œuvre de laïcité qui structure encore la République. Mais déjà, dans quelques colonnes, des plumes plus amères insinuent qu'il a peut-être trop cédé, trop cru à l'Allemagne de Weimar, trop rêvé d'Europe. Le twist le plus cruel de sa vie ne se produira pas sous ses yeux, mais quelques années plus tard, lorsque, au début des années 1930, les chemises brunes s'emparent du pouvoir à Berlin, lorsque la République de Weimar s'effondre, les adversaires de Briand trouvent soudain une confirmation posthume à leurs critiques. On relit son mémorandum sur l'Union européenne en secouant la tête. Illusion. On évoque Locarno comme un moment de naïveté. Non, comme une tentative désespérée de détourner l'histoire. Dans les années qui suivent, au fur et à mesure que l'Europe s'enfonce vers 1939, le nom de Briand disparaît peu à peu des discours officiels. Et pourtant, au milieu même de la débâcle, son fantôme revient, quand les chars allemands roulent sur les routes de France, quand une nouvelle génération de jeunes hommes est jetée, une fois encore. Dans la guerre, certains se souviennent de cette phrase qu'il répétait. « Si nous n'organisons pas la paix, c'est la guerre qui s'organisera toute seule. » Pendant que le régime de Vichy prononce des discours de soumission et de ressentiment, enfermés dans un nationalisme ratatiné, les rares résistants qui rêvent d'une autre Europe retrouvent, parfois sans le savoir, la trace de ces idées. Le véritable retournement viendra après l'orage, dans les ruines de 1945. De nouveaux dirigeants, choqués par l'ampleur du désastre, comprennent que répéter une troisième fois le cycle de 1870, 1914, 1939 serait une folie pure. Quand Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer commencent à parler de mise en commun du charbon et de l'acier, d'institutions supranationales, de solidarité de fait,
il marche sur un chemin qu'un autre, 15 ans plus tôt, avait déjà tenté de baliser. Dans les brouillons des traités, dans les discours fondateurs d'une communauté européenne naissante, on retrouve, presque mot pour mot, certaines des intuitions de Briand. Peu à peu, son image se transforme, le rêveur devient un précurseur, le ministre soupçonné de naïveté envers l'Allemagne devient l'homme qui avait, avant les autres, compris que la seule manière d'empêcher la guerre entre la France et l'Allemagne était de les enfermer volontairement dans un réseau d'intérêts et de règles partagées. Les historiens rouvrent ses archives, relisent ses discours, réévaluent ses compromis, ils découvrent, derrière les anecdotes de tacticiens, une cohérence profonde. De la laïcité de 1905 aux accords de Locarno, du pacte Briand-Kellogg qui condamnait juridiquement la guerre à l'idée d'États-Unis d'Europe, c'est toujours la même obsession qui travaille. Limiter, encadrer, désarmer les passions collectives avant qu'elles ne se transforment en carnage. Son grand rival en temps de guerre, Clemenceau, reste pour beaucoup le visage de la victoire de 1918. Son adversaire en temps de paix, Poincaré, demeure dans les manuels le gardien scrupuleux des intérêts français. Tardieu et Laval, eux, sont avalés par l'ombre grandissante de la collaboration et de la défaite. Briand, lui, occupe une place plus ambiguë, plus difficile à saisir. Entre les triomphes éclatants et les hontes définitives, il n'a ni Marne ni armistice à son actif, mais il a quelque chose de plus fragile. Des accords qui ont retardé la catastrophe, des ponts jetés au-dessus de fossés qu'on croyait infranchissables. La trace qu'il laisse ne se mesure pas seulement en traités signés, mais en questions plantées dans la conscience européenne. Jusqu'où un pays peut-il aller dans la défense de ses intérêts, sans se détruire lui-même à long terme? Combien de temps peut-on humilier un vaincu sans fabriquer le prochain envahisseur? Que vaut la souveraineté si elle ne sert qu'à envoyer, régulièrement, ses enfants mourir à la frontière? À chacune de ces questions, Aristide Briand a tenté de répondre non par des formules, mais par des solutions imparfaites, négociées, souvent bancales, toujours provisoires. Il y a laissé sa réputation, sa santé, sa vie. Retour à cette image, au début des années 1930, d'un vieil homme penché sur une carte d'Europe dans un bureau mal éclairé. Dehors, la crise fulmine, les partis se radicalisent, les rivaux aiguisent leurs critiques, l'horloge au mur égrène les secondes. Pour lui, le temps ne se compte plus en carrière ni en scrutin, mais en guerres évitées ou seulement retardées. Il sait qu'il ne verra pas la fin de la partie qu'il a engagée. Mais il continue à avancer un pion après l'autre, convaincu qu'un traité signé aujourd'hui, même s'il sera peut-être bafoué demain, pèsera quand même un peu dans la balance du siècle. Aristide Briand meurt sans avoir vu l'Europe s'enflammer de nouveau, mais avec la certitude intime qu'elle le ferait si rien ne changeait. L'histoire lui a donné raison de la manière la plus brutale. Et pourtant, c'est précisément parce qu'elle lui a donné raison si cruellement que plus tard, on s'est remis à l'écouter. À chaque fois que, dans un bâtiment de verre à Bruxelles ou à Strasbourg, des hommes et des femmes de pays autrefois ennemis votent ensemble, s'engueulent ensemble, négocient ensemble, au lieu de se tirer dessus, un peu de sa voix continue de résonner. Cette voix qui, contre le vacarme des foules et le tic-tac implacable des horloges, répétait obstinément qu'il était encore temps. Toujours, encore, juste assez de temps, pour éviter au train de mobilisation de revenir un jour grincer sur les rails d'Europe.